Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, et cela fait plus de 2 ans que je n'ai pas adressé la parole à mon père. Enfin, pas vraiment. Il a essayé de m'appeler. Quelques fois. Une fois, il a laissé un message vocal disant simplement que j'avais tort. Mais à ce moment-là, j'étais déjà bien trop loin pour que cela m'importe. Et honnêtement, cela ne m'a même pas soulagé. Je me sentais juste vide. C'était comme si l'homme qui m'avait élevé avouait enfin ce que j'avais toujours redouté, mais seulement après que tout ait été réduit en cendres. Jamais je n'aurais pensé finir ici, seul, à tout reconstruire de zéro à l'autre bout du pays, entre Bordeaux et les vignobles. Mais je n'aurais jamais imaginé non plus que mon propre père me regarderait droit dans les yeux pour me dire « Si ça ne te plaît pas, la porte est grande ouverte. » Tout ça après avoir tout donné à mon frère, pas la moitié, pas une part, sans même une discussion préalable, il lui avait tout légué. Mais je brûle les étapes. Tout a commencé bien avant l'entreprise, avant l'âge adulte, même avant l'université. Ça a commencé par de petits détails, comme c'est souvent le cas. Si vous posiez la question à mon père, Marc, il jurerait sur tous les tons qu'il a élevé ses 2 fils de la même manière, qu'il nous a donné autant d'amour, de temps et qu'il avait les mêmes attentes pour nous deux. Mais si vous aviez vécu dans notre maison, si vous aviez été à ma place, vous sauriez que c'était un mensonge si bien rodé qu'il finissait probablement par y croire lui-même. Mon frère, Adrien, a 2 ans de plus que moi. Il a grandi avec cette aura de fils aîné, de leader naturel. Il était le capitaine de l'équipe de rugby du lycée, charmant, sachant toujours quoi dire, surtout quand mon père était dans les parages. Il savait se mettre en scène. Il savait séduire les gens. Et mon père, lui, adorait les gagnants. Moi, j'étais le calme, le rat de bibliothèque. Je ne cherchais pas à repousser les limites, je ne me battais pas, je ne discutais pas quand les choses me semblaient injustes. J'encaissais, tout simplement. Je suppose que je pensais que les choses finiraient par s'équilibrer. Que les gens comme moi, les loyaux, ceux qui baissent la tête et font le travail, finiraient par être remarqués. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche quand on grandit dans l'ombre de quelqu'un d'autre, surtout quand la personne qui projette cette ombre sait exactement comment vous faire disparaître dessous. En grandissant, c'était toujours Adrien qui avait le dernier mot. Si nous voulions tous les deux la même chose, c'est lui qui l'obtenait. Quand il fallait se partager les corvées, je me retrouvais à nettoyer le garage ou à tondre la pelouse pendant qu'il supervisait, ceux qui revenaient à s'asseoir à l'ombre avec un soda pendant que je trimballais des sacs. Mon père appelait ça de la délégation. Il disait qu'Adrien avait un potentiel de manager. Je me souviens qu'à 14 ans, j'avais économisé l'argent gagné en faisant des petits boulots dans le quartier. Je lorgnais sur un ordinateur portable d'occasion dans une boutique d'informatique du centre-ville. Ce n'était pas grand-chose, mais il aurait été à moi. J'étais si fier. Je l'ai ramené à la maison, tout rayonnant, pour le montrer. Adrien a demandé s'il pouvait l'emprunter pour finir un exposé pour le lycée. J'ai dit d'accord. Il ne me l'a jamais rendu. Quand j'ai fini par le lui réclamer, il m'a dit qu'il en avait plus besoin que moi et que j'étais égoïste. J'en ai parlé à mon père, pensant que pour une fois il prendrait ma défense. Mais il a juste haussé les épaules en disant « C'est la famille, non ? On partage. » Comme Simon Dur. La beurre n'avait aucune importance parce qu'il ne servait pas son favori. Ce fut la première fois que je me sentis vraiment invisible, mais pas la dernière. Au lycée, Adrien a intégré une école de commerce privée très prestigieuse à Paris. Mon père a contracté des emprunts, a pioché dans son assurance vie et a fêté ça avec un grand dîner dans un restaurant étoilé. Quand ce fut mon tour de postuler, je n'ai même pas demandé le même soutien. Je savais à quoi m'en tenir.
J'ai choisi une licence d'économie dans une université publique et j'ai financé mes études par des bourses et des jobs étudiants. Mon père appelait ça « être responsable ». Adrien, lui, était ambitieux, mais je ne me plaignais pas. J'étudiais dur, j'avais de bonnes notes, je travaillais à mi-temps. Je voulais tout gagner par moi-même. Peut-être qu'au fond de moi, je pensais que si je prouvais que je n'avais besoin de personne, je gagnerais enfin le respect de mon père. Alerte spoiler, ce ne fut pas le cas. Après mes études, je suis revenu aider pour l'entreprise familiale, une société de distribution de taille moyenne que mon père avait bâtie de ses mains. Rien de glamour, mais du solide. Le genre de boîte qui fait vivre des dizaines de familles. Il disait toujours qu'il l'avait construite pour la génération suivante. Je n'avais juste pas réalisé qu'il parlait d'une seule personne en particulier. Adrien a débarqué environ 1 an après moi. Sans emploi, fauché. Mais toujours aussi arrogant. Il disait que le monde des grandes entreprises n'était pas fait pour lui et qu'il voulait revenir aux sources. Mon père l'a accueilli à bras ouverts. Il disait que c'était bon d'avoir ses 2 fils sous le même toit. Mais très vite, on a compris qui habitait vraiment la maison et qui se contentait d'emporter les murs. Pendant que je gérais les stocks, que je créais des systèmes logistiques et que je m'occupais de la relation client. Adrien récupérait la partie confortable, les poignées de main, les déjeuners d'affaires, les réunions de stratégie avec mon père. Si une décision était prise, je n'étais pas dans la pièce. Si des félicitations étaient distribuées, elles tombaient directement dans l'escarcelle d'Adrien. Une fois, je l'ai surpris en train de s'attribuer le mérite d'un contrat avec un client que j'avais démarché pendant des semaines. Quand je l'ai confronté, il a ri. Détends-toi, Lucas, c'est un travail d'équipe, non? Les choses ont basculé le jour où mon père nous a convoqués tous les deux dans son bureau. Je me souviens de la lumière du soleil filtrant à travers les stores, projetant de longues ombres sur le bureau comme les barreaux d'une prison. Il n'a pas tourné autour du pot. Je prends ma retraite, a-t-il dit en s'adossant dans son vieux fauteuil en cuir qu'il refusait de changer. Et j'ai pris une décision. Adrien va reprendre la direction générale. Juste comme ça. Sans transition. Sans discussion, sans un mot pour apprécier tout ce que j'avais accompli. C'était une déclaration, comme si je n'étais même pas là. Je suis resté assis, sidéré. Adrien souriait déjà, se penchant en avant comme s'il possédait déjà les murs. Mon père a continué de parler de l'héritage familial, disant qu'Adrien avait la niaque et que j'étais plus fait pour les rôles de soutien technique. C'était comme une lame qu'on enfonce lentement. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, j'ai demandé calmement, et moi, qu'est-ce que je deviens? Les yeux de mon père ont croisé les miens, froids et pragmatiques. Tu es libre de rester, mais si la direction que nous prenons ne te convient pas, tu peux partir. Partir. Comme si j'étais un simple intérimaire. Comme si les années passées, ma loyauté, mes sacrifices n'avaient aucun poids. Je suis resté là un long moment. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste fait un signe de tête, je me suis levé et j'ai quitté le bureau. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. Je n'ai même pas dit au revoir. Ni à Adrien, ni à mon père. J'ai laissé une courte lettre sur mon bureau, j'ai rendu mes clés au gardien de nuit et j'ai pris la route, fuyant la seule vie que j'avais jamais connue. Ce n'est que des semaines plus tard que j'ai reçu le premier appel, puis un autre, puis ce message vocal. Désespéré. Quelque chose avait très mal tourné. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Quand je suis parti cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas fait de crise de nerfs. Ce n'était pas mon genre. J'ai juste conduit. Pendant des heures, sans destination précise, laissant l'autoroute défiler sous
Mes yeux comme si j'essayais de semer la douleur dans ma poitrine. Ce n'était pas une douleur vive, c'était un sentiment de vide total, comme si un aspirateur géant avait englouti tout ce que j'avais construit ces 10 dernières années. Tous les week-ends où j'étais resté tard, tous les matins où j'avais ouvert l'entrepôt seul pendant que mon père et Adrien peaufinaient leur stratégie autour d'un brunch. Chaque fois que j'avais fermé ma langue au lieu de m'exprimer, je pensais que cela m'achèterait quelque chose, du respect, de la confiance, peut-être une part de l'entreprise un jour. Mais cela ne m'avait rien rapporté. Pas même une place à table. Finalement, je me suis installé dans une petite ville à quelques centaines de kilomètres. J'ai trouvé une location meublée, quelque chose de discret. J'ai commencé à faire du conseil en logistique en freelance pour payer les factures. Le genre de travail qui me permettait de rester invisible. J'avais besoin de ce temps pour être seul. Je n'ai dit à personne où j'étais allé, pas même à ma mère. Enfin, je devrais parler d'elle. Ma mère est décédée il y a 5 ans d'un AVC. Soudain. C'est le genre de drame qui vous tombe dessus comme un météore. Elle était le tampon entre mon père et moi. Celle qui voyait quand les choses étaient injustes, même si elle n'osait pas toujours l'ouvrir. Je pense qu'elle a fait de son mieux pour me protéger par de petits gestes, des attentions discrètes, un mot gentil après que mon père m'ait hurlé dessus pour des bêtises qu'il passait à Adrien. Après sa mort, c'est comme si le dernier vestige d'équilibre s'était volatilisé. Mon père est devenu plus dur, plus tranchant, plus certain que sa méthode était la seule valable. Et Adrien a pris ça comme un feu vert pour faire tout ce qu'il voulait. Après mon départ, je m'attendais à ce qu'ils continuent sans moi. Je pensais qu'ils auraient enfin leur petit royaume. Libérés de ma présence que mon père jugeait trop prudente ou hésitante. Il détestait que je vérifie 2 fois les plans, il appelait ça de l'hésitation. Pour lui, les affaires, c'était l'instinct, le flair. Pour moi, c'était la précision. Apparemment, ça me rendait remplaçable. Mais environ 3 semaines après ma disparition, les appels ont commencé. D'abord un appel manqué du numéro de mon père, sans message. Puis 2 autres. Le lendemain, suivi d'un SMS, « Appelle-moi ». J'ai fixé ce message pendant longtemps. Pas par colère, ni même par fierté. Juste par confusion. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir? Je n'avais pas eu un seul mot de lui depuis ce jour dans le bureau. Pas d'excuses, pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Juste le silence. Et soudain, il voulait parler. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, le message vocal est arrivé. Je me souviens de chaque mot parce que je l'ai écouté plusieurs fois, non pas par émotion, mais par pure incrédulité. Sa voix tremblait, il était vraiment secoué. Lucas, c'est ton père. GG. Besoin de te parler. Ça ne se passe pas bien. Adrien a pris de mauvaises décisions et j'ai besoin de ton aide. Rappelle-moi, s'il te plaît. Aide. Ce mot m'a fait ricaner tout seul. Je ne l'ai pas rappelé, mais j'ai commencé à surveiller le site web de l'entreprise. Par curiosité d'abord. Puis leurs réseaux sociaux, les avis clients, les forums du secteur. Les fissures commençaient à apparaître. Plusieurs clients historiques se plaignaient d'eux. Retard de livraison. Certains évoquaient des erreurs de communication et des stocks mal gérés. Un de nos plus gros fournisseurs, un homme nommé Jean-Jacques, qui m'avait toujours apprécié, avait posté un message sibyllin sur LinkedIn à propos des entreprises qui oublient qui les a aidés à décoller. Puis vint le premier article dans le journal économique local, une entreprise de distribution régionale face à des litiges contractuels majeurs. L'article était avare de détails, mais c'était suffisant pour confirmer ce que je soupçonnais, Adrien était en train de couler la boîte. Une part de moi se sentait vengée. Une autre était triste, parce que malgré tout,
Le mal que cet endroit m'avait fait, je l'aimais. J'en avais construit des pans entiers, les systèmes internes, les portails clients, la logique de commande. Automatisé. Tout ça, c'était moi. Et maintenant, tout s'effilochait entre les mains d'un homme qui n'y comprenait rien. Je suis resté à distance. Je me suis dit qu'ils apprennent à la dure. Mais un événement a tout changé. Une amie d'eux. Là-bas, Manon, qui travaillait à la comptabilité, m'a appelé à l'improviste. Elle était restée silencieuse depuis mon départ, probablement par peur d'être mêlée à tout ça, mais là, elle semblait paniquer. Lucas, dit-elle d'une voix essoufflée, je sais que tu ne veux plus en entendre parler, mais tu dois savoir ce qui se passe. J'ai hésité. J'ai répondu que j'imaginais bien qu'Adrien avait fait n'importe quoi. Ce n'est pas seulement ça, a-t-elle ajouté. Il rejette la faute sur toi. Quoi? Je l'ai entendu parler à des membres du conseil. Il raconte partout que les systèmes que tu as mis en place étaient défectueux dès le départ, que tu lui as laissé un désordre sans nom et que c'est pour ça que tout s'effondre. Il a même dit que tu avais saboté les relations avec les fournisseurs avant de partir. Il est en train de réécrire l'histoire. Je suis resté sans voix. Ça n'avait aucun sens. Je sais, a continué Manon. Tous ceux qui ont travaillé avec toi savent que c'est n'importe quoi, mais les nouveaux administrateurs ne te connaissent pas. Ils le croient. Bien sûr qu'ils le croyaient. Adrien avait toujours su manipuler les gens. Et mon père le laissait faire, ou pire, l'encourageait. Me blâmer était plus facile que d'admettre qu'ils avaient fait une erreur monumentale en confiant les clés au mauvais fils. Merci de me l'avoir dit, ai-je murmuré. Manon a hésité. Il y a autre chose. Il a trouvé les dossiers que tu as laissés. Tes documents de planification. Le modèle d'expansion sur lequel tu travaillais. Mon estomac s'est noué. Et alors? Il les a présentés lors de la dernière réunion. Stratégique comme étant ses propres idées. Je ne pouvais même plus parler. Lucas, dit-elle avec une voix tremblante, ils volent ton travail et ton père le laisse faire. Ils utilisent tes idées, les déforment, et quand ça foire, c'est toi le coupable. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus seulement une histoire de favoritisme ou de qui mon père préférait. C'était du vol, des mensonges publics, et ils traînaient mon nom dans la boue pour couvrir leur propre incompétence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond de mon petit appartement. Le cœur battant à tout rompre. Je me suis rappelé chaque heure sup, chaque fois où j'avais corrigé discrètement les erreurs d'Adrien pour ne pas le ridiculiser devant mon père. Et maintenant, ils utilisaient mon silence contre moi. J'ai pensé à appeler mon père pour rétablir la vérité. Mais plus j'y réfléchissais, plus c'était clair, je ne voulais pas parler. Je voulais les voir tomber. Et je voulais m'assurer que lorsqu'ils toucheraient le sol, ils ressentiraient tout le poids de leurs propres mensonges. Le lendemain, j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance mesquine, non. Je ne voulais pas simplement leur faire mal. Je voulais que la vérité éclate. Et je savais exactement où étaient cachés les cadavres, pour ainsi dire. Chaque fournisseur qu'Adrien avait ignoré, je connaissais leurs points sensibles. J'avais les emails, les contrats, les sauvegardes. Chaque relation client qu'ils avaient gâché, j'avais encore les contacts, les notes, et même les rapports de performance montrant qui était responsable de quoi. Et ce modèle stratégique qu'Adrien avait volé? J'avais les originaux avec les horodatage, les métadonnées et les brouillons internes à mon nom. Mais je n'ai pas agi tout de suite. Je voulais que le timing soit parfait. Je voulais qu'ils se sentent d'abord en sécurité, qu'ils pensent s'en être sortis, assis sur leur trône de mensonges.
Et quand le moment viendrait, disons que j'avais un plan. Mais même. Moi, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Une trahison si flagrante. Si personnelle, qu'elle allait allumer la mèche finale et transformer mon départ. Silencieux en quelque chose de bien plus bruyant. Tout a commencé par un morceau de papier que je n'aurais jamais dû voir. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce papier, c'est lui qui m'a trouvé. Il est arrivé dans une enveloppe sans adresse de retour, avec un tampon de ma ville d'origine. Au début, j'ai cru à une lettre de mon père, une tentative pathétique de justifier l'injustifiable. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe et vu le contenu, mon sang n'a fait qu'un tour. C'était un document juridique, un avis de résiliation et de révocation d'intention d'équité, rédigé dans un jargon administratif glacial et frappé du sceau officiel de l'entreprise familiale. En résumé, c'était une trace écrite que mon père pensait que je ne verrais jamais. Un document supprimant officiellement tout droit futur que j'aurais pu avoir dans l'entreprise. Non pas que j'ai eu des parts concrètes, mais c'était différent. Ils étaient en train d'effacer rétroactivement mon existence, de couvrir leurs traces pour s'assurer que si l'entreprise s'effondrait, je ne puisse jamais prétendre qu'ils avaient utilisé mon travail pour se maintenir à flot. Le document mentionnait une note interne écrite par mon père affirmant que j'avais volontairement renoncé à toute contribution et rôle de conseiller. Au moment de mon autosuppression des lieux. Autosuppression. Voilà comment. Il présentait les choses, comme si j'étais parti sur un coup de tête commun. Stagiaire peu fiable. Aucune mention de la trahison à huis clos, aucune trace de mes années de labeur. Juste un silence signé et scellé. Le pire, c'est que je pensais n'avoir plus de larmes pour eux, mais en lisant cela, j'ai ressenti cette brûlure familière derrière les yeux. Ce sentiment d'être une simple note de bas de page pour les gens qui vous ont élevé. Je ne suis pas resté à me morfondre. La colère a été remplacée par une résolution froide. S'il voulait m'effacer, très bien. Mais j'allais devenir impossible à ignorer. La première étape était la survie. Fini de vivoter avec des missions de freelance. J'avais besoin d'une structure, d'un but. J'ai pris un carnet de notes tout simple et j'ai écrit 3 mots sur la première page, bâtir, ne pas mendier. C'est devenu mon mantra. J'ai repris mon modèle d'entreprise. Celui qu'Adrien avait plagié. À l'origine, il s'agissait d'étendre notre logistique vers les marques de e-commerce de taille moyenne, un système de gestion d'entrepôt intelligent avec suivi en temps réel. Adrien n'en avait pris que la partie clinquante, mais il n'avait pas compris le moteur. Moi, j'avais les plans complets. J'ai commencé à recontacter discrètement d'anciens clients et fournisseurs, non pas pour les débaucher, pas encore, mais pour renouer le contact. Je leur demandais ce qui les frustrait le plus chez leurs prestataires actuels. Les réponses étaient unanimes, ils voulaient de la fiabilité, de la transparence et des gens qui écoutent. Pendant 3 mois, j'ai travaillé 16 heures par jour dans mon petit appartement. Le matin pour les appels, l'après-midi pour construire mon système. La nuit pour le design et la recherche. J'ai tout appris par moi-même, sans financement extérieur, sans fête de lancement. J'ai déposé les statuts de ma propre boîte et Verlan Solutions. Mon premier vrai client est venu d'un endroit inattendu, Jean-Jacques. Le fournisseur qui en avait marre d'Adrien. On a pris un café par visioconférence, je lui ai montré mon système. Il n'a pas hésité une seconde. J'en suis, a-t-il dit, tant que tu ne disparais pas dans la nature après 6 mois comme ton frère. Je ne suis pas mon frère, ai-je répondu. Et je le pensais. Avec Jean-Jacques sont venues les recommandations. Un flux constant de clients. Je n'ai pas cherché à grossir trop vite, c'est comme ça qu'on se plante. J'ai gardé une structure légère et efficace. J'ai embauché 2 indépendants de confiance que je connaissais déjà. Nous travaillions depuis un petit entrepôt en
périphérie de la ville. 6 mois après le lancement, Everlan était rentable. À 9 mois, nous prenions un deuxième entrepôt. À 1 an, nous signions un contrat. Avec une marque de mode en pleine explosion sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, nos chiffres ont triplé. Ce soir-là, en regardant mon tableau de bord, j'ai ressenti une fierté réelle, pas celle que mon père distribuait à Adrien comme des bonbons, mais une fierté méritée. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de redevenir entier. Pourtant, je n'oubliais pas. Pendant que je bâtissais, je gardais un œil sur les Morgan. Je voyais les rumeurs circuler, les retards de livraison s'accumuler. Les tentatives de rebranding ratées. Et puis vint le message de Manon avec une capture d'écran d'une note interne. Adrien y rejetait encore la faute sur moi. Pour tout ce qui allait mal, citant même mon nom devant le conseil d'administration pour justifier des pertes financières. Il m'utilisait toujours comme bouc émissaire. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le deuxième document que Manon m'a envoyé, le planning d'une réunion d'investisseurs. D'urgence. L'entreprise perdait tout son sang. Et parmi les participants figurait Jean-Jacques, mon client. Ils ignoraient qu'il travaillait avec moi. Ils étaient trop arrogants pour vérifier. Soudain, j'ai vu l'opportunité. Non pas d'attaquer, mais de réclamer ce qui était juste. S'ils voulaient invoquer mon nom à huis clos, il était temps de leur montrer ce que j'étais devenu sans eux. Mais avant cela, une dernière pièce du puzzle devait tomber. Et elle est apparue sous la forme d'un dossier caché. Dans un vieux répertoire partagé de l'entreprise, sur le cloud, auquel quelqu'un avait oublié de supprimer mon accès. 3 fichiers qui prouvaient sans l'ombre d'un doute qu'Adrien n'avait pas seulement volé mon travail, il détournait de l'argent. Et les signatures sur ces factures bidons n'étaient pas seulement les siennes. L'une d'elles était celle de mon père. Ce n'était plus seulement une histoire de favoritisme, c'était de la fraude. Et j'avais les preuves. Je me suis adossé à ma chaise, le pouls calme. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus dans l'ombre. Et ils allaient découvrir à quel point je pouvais être dangereux quand je cessais d'être discret. J'avais trouvé des virements vers 3 sociétés écrans au nom vague, sans aucune prestation réelle. Derrière, des dizaines de milliers d'euros sortaient chaque mois. C'était un système de siphonnage en règle. Mon père, l'homme qui me faisait des leçons d'intégrité, était complice. J'ai fermé mon ordinateur portable, sentant le monde basculer. Combien de temps cela durait-il? Est-ce pour cela qu'il m'avait poussé dehors, parce qu'il craignait que je ne découvre la vérité? La trahison me touchait au plus profond, non pas parce qu'elle était surprenante, mais parce qu'elle était criminelle. Le lendemain, j'ai passé 3 appels. D'abord à Manon pour la prévenir et lui demander de sécuriser ce qu'elle pouvait en interne. Ensuite à Jean-Jacques. Il m'a confirmé qu'Adrien lui avait proposé des parts dans la boîte pour essayer de le stabiliser, mais Jean-Jacques attendait de voir mon prochain coup. Le 3e appel était pour Juliette, une ancienne analyste financière de la boîte, devenue experte en conformité. Elle a accepté de jeter un œil à mes documents, officieusement. Son verdict a été sans appel, Lucas, si tu rends ça public, ils ne s'arrêteront pas à un simple procès civil. J'ai tout compilé dans un dossier crypté nommé « Projet Silence », ironiquement. Le moment de vérité est arrivé un vendredi à 9 h, lors d'un conseil d'administration de crise où Adrien prévoyait d'annoncer des licenciements massifs pour sauver les apparences. Je me suis habillé sobrement, je me suis rendu au siège. Le garde à l'entrée m'a laissé passer par habitude. Manon m'attendait devant la salle de réunion. Je suis entré sans frapper. Le silence qui a suivi était pesant, presque palpable. Le visage d'Adrien s'est décomposé. Lucas, a murmuré mon père, comme si un fantôme venait d'apparaître. Adrien.
A essayé de me chasser, mais Jean-Jacques, déjà assis à la table, a imposé ma présence. J'ai posé un dossier devant chaque membre du conseil. J'ai expliqué calmement. Point par point, le détournement de fonds, les sociétés écrans, les signatures. J'ai montré que l'échec de l'entreprise n'était pas dû à mes anciens systèmes, mais à leur propre cupidité. Adrien hurlait au complot, à la calomnie, mais les chiffres ne mentent pas. Mon père ne disait rien, ses yeux fuyant les miens. Un vote de défiance a été lancé sur le champ. Adrien a été démis de ses fonctions. En moins de 2 minutes. Il me regardait avec une haine pure, crachant que j'étais n'importe quoi sans lui. Non, Adrien, ai-je répondu, c'est toi qui n'es rien sans mes idées pour te couvrir. La chute a été brutale. Adrien a été banni de tous les systèmes de l'entreprise. Avant midi. Une enquête pour abus de biens sociaux a été ouverte. Mon père a démissionné quelques semaines plus tard, discrètement, avant de quitter la région. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, et je m'en fiche. Adrien a tenté de faire pitié sur les réseaux sociaux en parlant de résilience, mais personne n'a été dupe. De mon côté, Everland Solutions continue de prospérer. Notre réputation de transparence est devenue notre plus grande force. Parfois, je retombe sur mon vieux carnet avec l'inscription « Bâtir, ne pas mendier ». Je souris, et je le jette à la corbeille. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai déjà gagné.